Samedi, un demandeur d'asile afghan a semé la terreur à Villeurbanne en tuant un jeune homme de 19 ans et en blessant 8 autres personnes. Un nouvel acte qui replace la politique migratoire au centre des attentions. Marge phénoménale, culture industrielle, l'agriculture biologique a ses failles. Faut-il pour autant rejeter en bloc ces produits? Élément de réponse dans cette édition. Les développements fulgurants du numérique et de l'intelligence artificielle ont fait des robots tueurs des technologies militaires de plus en plus courantes. Une tendance lourde qui semble inéluctable en dépit des déclarations politiques de bonnes intentions et des alertes lancées par des scientifiques. Madame, Monsieur, bonsoir. Villeurbanne endeuillée. Samedi, un demandeur d'asile afghan a attaqué des passants au couteau, faisant un mort et 8 blessés. Un fait divers qui relance le débat sur la politique migratoire. Thibaut Bastide. Motivation religieuse ou œuvre d'un déséquilibré? Telle est la question. Samedi, à la sortie d'un métro de Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, un individu armé d'un couteau et d'une fourche de barbecue s'en est pris aux passants, faisant un mort, un jeune homme de 19 ans et 8 blessés, dont 3 placés en urgence absolue. Un monsieur qui était en fait à l'arrêt du 57 et qui s'est mis à mettre des coups de couteau dans tous les sens. Il a réussi à toucher il a réussi à ouvrir le ventre d'une personne. Il a mis un coup de couteau dans la tête à un mec. Il a ouvert l'oreille. Il y a une dame et la dame elle est en train de crever sur l'arrêt du bus et personne n'est venu m'aider. Donc du coup moi j'ai réussi je me suis jetée sur elle en fait pour la protéger, pour éviter qu'il lui remette un coup de couteau. Et ils ont fermé les portes du bus. Alors je leur criais ouvrez la porte et tout. Ils ont ouvert la porte. J'ai réussi à la remonter avec une petite dame là-bas. Et après le bus il est parti, du coup quand on est parti on a vu qu'il y avait un monsieur par terre, il se vidait de son sens, il y avait du sang de partout, les pompiers dans tous les sens. Une scène d'une violence inouïe avant que l'assaillant ne soit maîtrisé par d'autres passants et placé en garde à vue pour assassinat et tentative d'assassinat. Très rapidement, la lumière a été faite sur l'identité du tueur. Il s'agirait d'un réfugié afghan, demandeur d'asile. Une lumière avec beaucoup de zones d'ombre. Si la nationalité de l'individu est connue, le reste demeure encore flou. En effet, selon le procureur de la République de Lyon, l'assaillant est connu sous 2 identités différentes, avec 3 dates de naissance déclarées. Il serait âgé de 33, 31 ou 27 ans et s'appellerait Sultan Mahmed Niazi. Concernant les motivations de son passage à l'acte, là encore, les versions divergent. Selon le témoignage des passants qui ont maîtrisé l'individu, il pourrait s'agir d'un toxicomane en manque. Une hypothèse qui pourrait écarter la piste terroriste, même si le combiné terroriste déséquilibré peut tout à fait être envisagé. Par ailleurs, un témoin direct de la scène avance une toute autre version des faits, expliquant avoir entendu l'Afghan dire au moment des faits, je cite, « Ils ne lisent pas le Coran », ce que l'individu a confirmé lors de sa garde à vue. Il a ainsi indiqué être musulman et avoir entendu dans l'après-midi des voix insulter Dieu et lui donnant l'ordre de tuer. Si ces déclarations sont à prendre avec des pincettes, l'expert psychiatre ayant décelé un état psychotique envahissant avec délire paranoïde à thématiques multiples, dont celle de la religion, ce nouveau drame relance néanmoins le débat entourant la politique migratoire en France. Le meurtrier bénéficiait d'un logement dans un centre d'accueil et d'une carte de séjour temporaire, alors que sa véritable identité n'est pas déterminée. De plus, il serait déjà venu en France en 2009 et y serait depuis 2016, après avoir séjourné dans plusieurs autres pays européens, en Allemagne, en Italie et en Norvège. Un véritable petit tour d'Europe aux frais des Européens pour un individu dont on ignore presque tout. Ainsi, des regards politiques se sont rapidement porté sur le laxisme migratoire, en particulier sur les demandes d'asile. Sur Twitter, Marine Le Pen, qui n'a pas encore effectué sa rentrée, a pointé du doigt la naïveté et le laxisme de notre politique migratoire qui menace gravement la sécurité des Français. Même son de cloche du côté du président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, qui se demande combien de temps les Français devront-ils supporter le laxisme migratoire du gouvernement. Et alors que l'ensemble de la droite de l'échiquier politique s'accorde à remettre en cause la politique migratoire, la majorité présidentielle et les socialistes dénoncent un amalgame. Quoi qu'il en soit, la question demeure brûlante. Emmanuel Macron a d'ailleurs souhaité un débat sur la politique migratoire de la France. Il aura lieu le 25 septembre à l'Assemblée nationale. Sans transition, doit-on remettre le bio en question? Depuis plusieurs mois, des médias dénoncent les abus de cette agriculture présentée comme plus vertueuse que la conventionnelle. Comment s'y retrouver? Le point avec Élise Blaise. 9,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018.
Avec une progression de plus de 15% par rapport à 2017, l'agriculture biologique s'impose de plus en plus dans le paysage des consommateurs français. Ces produits représentent désormais 5% de la consommation alimentaire des ménages, une progression fulgurante au sein de toute l'UE. Les premiers règlements sur l'agriculture biologique en Europe entrent en vigueur en 1991. Le Conseil européen des ministres de l'agriculture instaure des règles sur la production agricole ou l'étiquetage des produits bio. Depuis, la place du bio n'a fait qu'augmenter tant du côté de la production que du côté de la consommation. En 2017, 7% des terres agricoles européennes sont cultivées biologiquement. À l'échelle mondiale, on estime que l'agriculture biologique couvre environ 58 millions d'hectares. Il existe 3 principaux types de cultures biologiques, les cultures arables, principalement des céréales, des légumes, des fourrages et des cultures destinées à l'industrie. Les cultures permanentes comme les arbres fruitiers et les baies, les oliviers et les vignes. Les prairies utilisées pour le pâturage du bétail biologique. De 2012 à 2017, la superficie agricole convertie en bio a augmenté de 25% grâce notamment à la Bulgarie, la Croatie, la France. La Pologne et la Grèce ont perdu de la surface agricole bio. Au classement mondial des superficies de culture bio, l'Europe est 2e, derrière l'Océanie, entraînée par l'Australie. L'Amérique latine est en 3e position. Dans l'UE, la situation varie selon les pays. L'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne ont les plus grandes surfaces et ensemble, ils représentent plus de la moitié des terres bio de l'UE en 2017. Les consommateurs achètent de plus en plus de produits biologiques. En 2017, le marché européen a atteint 34 milliards d'euros. Souvent plus chers, les produits issus de l'agriculture biologique sont toujours perçus par une partie de la population comme un repoussoir. Pour les Français des métropoles, malgré une sociologie parfois boboisante, d'autres ont le net sentiment que consommer du bio va plomber leur portefeuille, et ils n'ont pas tort. Pour autant, une enquête récente a révélé que, comme dans l'agriculture conventionnelle, les grandes surfaces étaient à la manœuvre en s'octroyant des surmarges sur les fruits et légumes. En effet, UFC Que Choisir vient de révéler que les marges brutes sur le bio étaient 75% plus élevées que sur le conventionnel. Sur les 3 produits les plus consommés, les pommes de terre, les tomates et les pommes, les grandes surfaces ont de quoi se frotter les mains avec des marges respectives de 83, 109 et 149%. Autrement dit, quand un kilo de pommes conventionnelles est vendu par l'agriculteur 1,06 €, la grande distribution ajoute 87 centimes de marge. Pour une pomme bio vendue par le producteur 1,80 € le kilo, le distributeur ajoute 2,17 €. Pas étonnant que les tarifs piquent le consommateur. Et au-delà du client pris pour un pigeon, c'est aussi au producteur qu'il faut penser. En effet, ces pratiques de la grande distribution sont ni plus ni moins celles qui ont plongé l'industrie du lait ou du porc dans de très grandes difficultés. Car si les agriculteurs biologiques s'en sortent beaucoup mieux que ceux travaillant de manière conventionnelle, ils pourraient être en proie à la même prédation des grandes enseignes à mesure qu'ils se développent. C'est d'ailleurs cet engrenage qui pousse certaines productions à devenir industrielles. En Espagne, notamment à Almeria, des serres de tomates s'étendent sur 33 000 hectares équipés de serres, l'équivalent de 3 fois la superficie de Paris. Un gigantisme qui dérange tant il semble en désaccord avec l'esprit de l'agriculture biologique. Pourtant, les normes européennes sont respectées et les salariés un peu moins, car agriculture biologique ne rime pas forcément avec éthique. Les normes reposent essentiellement sur les produits utilisés dans les cultures pour limiter l'utilisation de pesticides. Des seuils à respecter qui ont permis à ces produits de montrer dans une récente étude une corrélation positive avec une baisse des risques de cancer chez ceux qui les consomment. De même, les fruits et les légumes biologiques présenteraient 50% de plomb, 30% de nitrate et 87% de nitrite de moins que les autres. Autrement dit, s'ils ne sont pas exempts de tout soupçon, il semble que l'on puisse faire davantage confiance aux produits biologiques. C'est d'ailleurs en ce sens que plusieurs agences ont estimé qu'il y avait une baisse globale des externalités en matière de santé publique. Concernant l'environnement, l'impact négatif sur les sols, la faune et la flore est également plus faible. Pour autant, les produits bio venant du bout du monde montrent bien les limites de la démarche, tant au niveau des véritables normes respectées par les pays hors Union européenne qu'au niveau de l'impact écologique. Au final, si l'agriculture biologique est bien loin d'être parfaite, il apparaît que les consommateurs ont aussi leur rôle à jouer en préférant les produits locaux et de saison dans des commerces de proximité quand ils ne peuvent pas aller directement chez le producteur. Des producteurs qui parfois œuvrent au moins aussi bien, même s'ils n'ont pas de label biologique.
Des robots pour faire la guerre à notre place, ce n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien une partie de ce que risque de devenir la guerre au XXIe siècle. Les développements techniques fulgurants que nous connaissons depuis quelques années bouleversent notre manière de nous entretuer et laissent planer des menaces inédites sur nos vies. Quand on entend robot tueur, on pense à une effarante machine de science-fiction. Mais avec les avancées technologiques, ces armes entièrement autonomes pourraient devenir réalité et transformer les guerres du futur. Ces armes utilisant l'intelligence artificielle pour choisir leurs cibles sont déjà en train d'être créées. Leur objectif, éviter la perte de vies humaines, réduire les coûts, augmenter la vitesse et l'efficacité des opérations. Contrairement aux drones pilotés par des humains, les robots tueurs pourraient prendre des décisions et agir de manière autonome. Ils pourraient fonctionner sans aucune intervention humaine. Ces armes sont présentées comme la troisième révolution dans les techniques de guerre, après la poudre à canon et les armes nucléaires. Certains des plus importants scientifiques considèrent qu'elles représentent une menace trop grande pour l'humanité et pourraient entraîner une course à l'armement dotée d'intelligence artificielle. Depuis avril 2013, un groupe d'ONG a lancé une campagne mondiale pour interdire l'utilisation de ces robots tueurs. Le Comité international pour le contrôle des armes robotiques fait campagne pour un usage pacifique de la robotique et une régulation des armes robotiques. Des organisations non gouvernementales mobilisées contre les robots tueurs, mais aussi des scientifiques de renom. Ainsi, en 2015, le physicien Stephen Hawking, depuis mort, avait signé avec le célèbre entrepreneur-ingénieur Elon Musk ou encore le cofondateur d'Apple Steve Wozniak une lettre ouverte contre les robots tueurs. Une riposte associative et de personnalité qui pèse peu par rapport au développement du secteur. Un secteur dans lequel les entreprises les plus impliquées sont notamment Microsoft et Amazon, des sociétés américaines dont le chiffre d'affaires dépasse allègrement le PIB de la majorité des États que compte le monde. Ces deux géants des GAFA ont ainsi obtenu de nombreux contrats avec l'État américain, une proximité qui permet d'ailleurs de mieux comprendre la ténacité de Donald Trump sur la question de leur taxation en France notamment. Ces armes ont déjà fait des victimes, hormis toutes celles que l'on ne connaît pas, sur des théâtres d'opérations militaires notamment. On peut néanmoins en dénombrer quelques-unes, notamment aux États-Unis, où le principal suspect d'une fusillade à Dallas en 2016 avait été éliminé par un robot de la police. Mais ces robots ne sont pas que l'apanage des États-Unis. Ainsi, le journal L'Humanité révélait récemment que la Corée du Sud était également équipée de robots armés de mitraillettes et de lance-grenades dotés de capteurs pour repérer les cibles. En France, la position officielle est l'hostilité à la militarisation de l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises son opposition aux armes autonomes dans l'armée française. Une position sage et d'apparence raisonnable, mais qui ne doit pas faire oublier l'absence totale d'éthique de pays comme les États-Unis et la Chine, qui, eux, n'hésiteront pas à développer leurs armées en la matière. Comme pour le nucléaire militaire, le débat reste entier sur l'opportunité de s'équiper ou non de telles armes qui, d'un côté, mettent en péril le destin de l'humanité et de l'autre, permettent de dissuader de potentiels ennemis. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. L'ex-RDA friande de nationalisme, les élections locales allemandes de dimanche ont vu le parti nationaliste AfD enregistrer les meilleures performances de son histoire dans les deux Länder de la Saxe et du Brandebourg, deux États est-allemands où le parti a obtenu 27,5% et 22,8% des voix, soit des progressions de 18 et 10 points. Des scores exceptionnels qui ne permettront cependant pas au parti de diriger ces localités. En Saxe, c'est la CDU d'Angela Merkel qui devrait garder les manettes en s'alliant avec les sociodémocrates. Et dans le Brandebourg, ces mêmes sociodémocrates resteront probablement au pouvoir à la faveur d'une alliance des partis de gauche. Les partis au pouvoir depuis plusieurs décennies en Allemagne semblent donc avoir encore quelques années devant eux. Dorian sème le chaos sur son passage. Dimanche, l'ouragan est passé en catégorie 5, soit le niveau maximal de puissance. Avec des vents pouvant atteindre les 300 km/h, Dorian est même devenu l'ouragan le plus violent jamais enregistré dans le nord-ouest des Bahamas, archipel qu'il a commencé à frapper en fin de journée. Selon les premiers bilans, l'ouragan a tout emporté sur son passage. 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites. Après avoir frappé les Bahamas, l'ouragan se dirige à présent vers la Floride et la côte est des États-Unis.
Rentrée mouvementée à Hong Kong. Après 3 mois de manifestations, la rentrée universitaire a été boycottée. Ce lundi, les étudiants qui forment la colonne vertébrale des protestataires anti-gouvernementaux ont appelé à une grève générale des cours pendant 2 semaines ainsi qu'à un rassemblement. Samedi et dimanche, plusieurs milliers de manifestants ont tenté de bloquer les accès de l'aéroport en érigeant des barricades à l'aide de chariots à bagages avant d'être chassés par la police. Regain de tension à la frontière israélo-libanaise. L'armée de l'État hébreu et le Hezbollah ont échangé des tirs de missiles dimanche le long de la ligne bleue, la ligne de démarcation entre les deux pays fixée par les Nations Unies en 2000. Un regain de violence qui intervient alors qu'Israël a opéré des attaques de drones contre le Hezbollah au sud Liban, et cela en violation du droit international. À travers le Hezbollah, Israël entend s'attaquer à l'Iran, accusé par Tel Aviv de développer des missiles de précision au Liban pour toucher des centres névralgiques du territoire. Les États-Unis ont une fois de plus apporté leur soutien à ces attaques. Un Catalan rafle l'ultra-trail du Mont Blanc en l'absence de son compatriote Kilian Jornet et d'autres favoris. C'est Pau Capell, 27 ans, qui a remporté l'édition 2019 de la mythique course de l'UTMB, partie vendredi soir de Chamonix en Haute-Savoie. Le vainqueur a passé la ligne d'arrivée après 20h19 de course, un peu plus de 20 heures donc pour parcourir quelques 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Pau Capell s'est de surcroît échappé au 5e kilomètre, parcourant donc 165 km en solitaire. Le Français Xavier Thévenard, triple vainqueur de la compétition, est arrivé une petite heure après et prend la 2e place quand le Néo-Zélandais Scott Hawker complète le podium en 21h48. Côté féminine, c'est l'Américaine Courtney Dauwalter qui l'emporte en 24h34 minutes de course devant la Suédoise Christine Berglund, arrivée une heure après, et suivie de l'Espagnole Mimi Kotka. Dans un instant, dans notre Zoom du jour, Xavier Moreau évoque l'actualité russe. Lorsqu'il a invité, il y a 2 ans, Vladimir Poutine au château de Versailles, s'est dit, tiens, peut-être qu'après avoir endossé le costume du président de la 5e République, il a décidé de dépasser ses limites, ou les limites qu'on pouvait lui imaginer. Et de la même manière, quand il a invité Donald Trump le 14 juillet, ce qui était à contre-courant de l'anti-trumpisme général. Et en fait, ça n'a abouti à rien. Voilà. De la même manière que lorsque la Russie s'est adressée à la France après le Bataclan, après Charlie, en disant on peut vous aider à combattre le terrorisme, on sait où ils sont, on sait d'où ça vient, eh bien finalement il n'y a aucune collaboration et il n'y a rien eu. Donc là que Emmanuel Macron fasse une grosse opération de communication pour se présenter comme une espèce de nouveau De Gaulle, honnêtement j'attends de voir et je n'ai rien entendu qui m'ait impressionné. Ce soir, retrouvez Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergeron reçoivent le directeur du quotidien Présent, Francis Bergeron. Ils évoquent ensemble la condamnation des identitaires et l'état de la liberté de la presse en France. Et tout de suite, la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. On va très peu à la plage à Campagnol pendant l'été. Seuls les Anglais descendent parfois à Narbonne-Plage et un peu aussi au Cap d'Agde. Mais les Campagnolais de souche n'y vont presque pas. Et la plupart du temps, c'est plutôt Narbonne-Plage, en effet, et dans des coins où il n'y a pas de nudistes. Alors j'y suis allé une fois récemment, à la fin du mois d'août. Et si je vous en parle, c'est pour avoir vu le soir même sur une chaîne qui est très dans le lit de l'opinion dominante, LCI, un sujet relatif aux seins nus sur les plages et à la piscine à propos de Barcelone, figurez-vous. La mairie de Barcelone, en effet, a décidé cet été d'autoriser les seins nus dans les piscines municipales et on faisait remarquer sur le plateau de LCI donc qu'en France c'était regrettable, mais c'était le contraire, la liberté reculée. Les maires les plus lâches, vous excuserez le pléonasme, tendent à autoriser n'importe quelle tenue couvrant le corps et les cheveux pour ne pas
contrarier les gens qui viennent exercer sur elle des pressions. Quels gens et quelles pressions? Vous n'avez qu'à deviner vous-même. Hein. Et les présents sur le plateau là de LCI regrettaient unanimement, tout en nous disant que l'Espagne au moins, etc. D'abord, on peut leur faire remarquer que l'Espagne et Barcelone sont deux choses assez différentes. Barcelone se veut aussi libérée que Berlin, les filles sont tatouées, tout le monde parle anglais, c'est le règne de l'alternatif, du street art, etc. Donc rien à voir avec l'Espagne profonde et traditionnelle. Ensuite, à Barcelone, dès les premiers rayons de soleil, sur la Rambla de la plage, qui ressemble à une plage californienne, on croise des filles en blouson de cuir qui elles-mêmes croisent un type tout nu. Et personne ne regarde personne. Et ça pourrait être d'ailleurs l'inverse. On voit aussi régulièrement des filles sans le haut ou sans le bas qui font du volley-ball devant des gens qui passent en costume. Parce que précisons donc, rappelons que la plage de Barcelone est située dans la ville. Alors pourquoi cette introduction qui passe par l'Espagne? Parce que la question du topless, des seins nus, m'a inspiré, figurez-vous, un article dans le Figaro en 2014, un article qu'on trouve encore dans les archives sur Internet en tapant mon nom, Figaro et seins nus, un article où je disais qu'après avoir passé 3 ans en poste en Italie et 3 ans en Espagne, entre 2005 et 2011, je trouvais que les femmes du sud de l'Europe n'étaient visiblement pas effrayés par le cancer de la peau et que lorsque les magazines français nous disaient le topless n'est plus à la mode parce que les femmes craignent le mélanome, etc., eh bien moi je pouvais témoigner que seules les Françaises craignaient apparemment le mélanome. Donc, à mon avis, elles craignaient probablement autre chose. Et en fait, un sondage récent révélait bel et bien que si les femmes sur les places publiques françaises, je veux dire hors zone naturiste, ne faisaient pas ou plus de topless, c'était pour échapper à un autre risque que celui du cancer de la peau. Ah bon, et lequel? Eh bien, le sondage ne précisait pas lequel, mais elle disait, elle, clairement, ces femmes, qu'elles craignaient pour leur sécurité. Elles craignaient les réflexions et les intimidations. Ah bon, et en provenance de qui? Vous croyez quand même pas tout de même que je vais vous le dire une fois encore? Mais celles qui ont répondu au sondage avaient l'air de savoir, elles, très bien de qui provenaient les intimidations. Tout ça pour dire quoi? Que 5 ans se sont écoulés depuis la publication de cet article, de mon article dans le Figaro. 5 années d'une lâcheté qui a commencé d'ailleurs au sein même de la rédaction, puisque le comité des rédacteurs de ce journal, qui est un peu la Pravda interne à cette publication, a vivement critiqué la publication de l'article de 2014, article où je disais exactement ce que je viens d'entendre au journal de LCI. Donc, les temps ont changé. Mais si les staliniens de la gauche française n'étaient pas infiltrés jusque dans le journal le plus conservateur et le plus célèbre de France, eh bien on aurait pris la mesure du problème bien avant. N'oublions jamais que dans les phénomènes sociaux les plus détestables, dans la question comment a-t-on pu en arriver là, il y a pratiquement toujours à l'origine une lâcheté journalistique qui nous aura fait perdre 5 ans avant la prise de conscience. À bientôt, merci, abonnez-vous.